et bienvenue à tous pour ce live Puissance Alpha. Camille Godillère, qui est professeure de sciences de l'ingénieur à l'ICEP à Paris. Exactement. Voilà. Et ben donc on enchaîne immédiatement. Alors là, on va changer d'élève parce que je pense qu'en général, ils n'ont pas fait les deux. A priori, non. C'est chacun son domaine. En général, c'est ça. on ne sait jamais, hein, mais en tout cas, voilà. Hein. Les options. Ouais, voilà, c'est des options différentes. Aujourd'hui, nous allons donc passer sur 3 exercices également. Oui. Sciences de l'ingénieur, même idée, c'est de décrypter, vous aider C'est à ça. décrypter. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien lire, des choses c'est essentiel à connaître. Peut-être qu'il y a des éléments de cours qu'il faut jamais oublier. Quelques-uns, voilà. On va Voilà. essayer de repasser en revue un petit peu ces éléments-là. Exactement. Et bien Camille, je vous remercie beaucoup et je vous laisse la parole. Eh bien, très bien. Donc, le premier exercice, donc là, un slider vidéo qui est en fait un système qui va permettre de filmer de façon particulièrement stable. Et donc, pour cela, on a un certain nombre d'éléments. Donc, en particulier, on a un petit chariot qui se trouve ici et des rails. Et pour pouvoir mettre en mouvement le chariot, on a un système de poulie-courroie. Ce système de poulie-courroie est relié à un moteur et on nous dit que la poulie motrice est directement liée au moteur. Alors c'est là qu'il faut faire un petit peu attention, c'est qu'en fait, on nous parle de moteur certes dans le texte, mais quand on regarde un petit peu les différentes caractéristiques, on s'aperçoit que c'est pas un simple moteur, c'est un motoréducteur. Donc là, faites attention aux termes. Ce qui peut être piégeux en particulier pour rapport aux questions qui suivent. Et donc ce motoréducteur, ça signifie que certes on a une partie motorisation, mais on a également une partie réduction. On y va revenir très rapidement, et en particulier sur la première question qui concerne la vitesse maximale que peut atteindre la poulie motrice, qui est apprise au monté donc directement sur ce moteur, et on nous dit qu'elle serait égale à 100 tours minute. Alors pour cela, on se réfère à nouveau à ce petit tableau qu'on vient de citer. Dans le tableau, il est marqué que la vitesse de rotation du moteur est de 100 tours minute. Si a priori la poulie est montée directement dessus, on pourrait se dire directement, évidemment quoi, c'est juste ou c'est pas juste. Alors là, pour l'instant, ils sont en train de... ça cherche, ça arrive, Voilà. il y a la fin des SVT. Voilà, c'est ça. Donc il y a un arrive. croisement des différents étudiants. Exactement. Donc, alors pour l'instant, en fait, pas directement. Parce que ce que je viens de raconter juste avant, c'est qu'effectivement, on a un composant supplémentaire sur notre moteur, c'est un réducteur. C'est marqué dans le titre de ce composant. Et en conséquence, la vitesse de la poulie n'est pas directement égale à 100 tours minute, mais elle va être un petit peu plus faible que ça parce qu'il y a le rapport du réducteur qui est donné dans le tableau, c'est la deuxième ligne, et on nous dit que ce rapport de réducteur est de 70. En conséquence, Là j'ai des réponses. Il y en a qui disent vrai, et il y en a qui disent c'est juste pour la réponse A, et d'autres qui disent ah non, c'est dû au réducteur. Donc vous voyez, voilà, effectivement, ça y est, ça arrive tout doucement. Voilà, donc effectivement, il y a ce réducteur à prendre en compte, et en conséquence, vitesse maximale, alors c'est une vitesse de rotation, je la note oméga, la vitesse maximale que l'on peut avoir pour cette poulie motrice, elle serait égale à la vitesse du moteur, donc la vitesse de rotation du moteur, mais multipliée par un rapport de réduction. Et ce rapport de réduction, alors on nous dit que le rapport du réducteur, on nous dit qu'il est de 70, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de multiplier la vitesse, mais on est bien en train de la réduire, donc en conséquence, on va multiplier non pas par 70, mais par l'inverse, donc 1 sur 70, qui va en fin de compte nous donner quelque chose du type 17e, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, alors ça, le résultat que l'on obtient, on l'obtient en tours minute, puisque la vitesse initiale de 100 que j'ai écrite ici, de la vitesse de rotation du moteur, était en tours minute, donc on a bien des tours minute à la fin. Il n'empêche que 17e, c'est pas du tout égal aux 100 tours minute qui étaient proposés dans la réponse, la proposition A. En conséquence, par rapport à A, c'était a priori, pour l'instant, faux. J'ai quelqu'un qui m'a dit 0,7, je crois qu'il a fait c'est pas 10, c'est et oui. après il nous met un petit voilà. Mais en tout cas, il avait la bonne réponse de dire c'est pas exact, il y a le réducteur. Effectivement, donc faut continuer le calcul puisque la question suivante nous demande la vitesse de rotation, cette fois-ci de la poulie réceptrice. Et donc pour la poulie réceptrice, alors ici, on va représenter succinctement les deux poulies. On a entre les deux une courroie et les deux poulies vont se mettre à pivoter. Donc il y en a une qui va tourner dans ce sens-là, l'autre va être entraînée et tourner dans le même sens, grâce à la courroie qui est entre les deux. Et en conséquence, il faut aller chercher un petit peu des informations concernant ces deux poulies. Et c'est ce texte qui se trouve ici. Et dans ce texte, on nous dit que les deux poulies, motrice et réceptrice, possèdent 22 dents toutes les deux et ont un diamètre primitif de 21 mm. Donc ce qui veut dire qu'elles sont absolument identiques. Et donc si elles sont absolument identiques, mes deux poulies, ça veut dire que les vitesses de rotation des deux poulies vont être égales.
Et si la poulie motrice avait une vitesse de rotation de 10 cm, la vitesse de rotation de la poulie motrice, réceptrice, va être égale à la vitesse de rotation de la poulie motrice, qui serait donc égale à 17e en tour minute. Et cette fois-ci, il faut se débrouiller pour essayer de passer tout ça en radians par seconde. Faites attention, c'est plus les mêmes unités. Parce que donc normalement l'unité du système international, c'est justement des radians par seconde et non pas des tours minutes. Donc il faut essayer de transformer tout ça. Voilà. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors là, les grandes questions. Généralement, ça pose souvent quelques petits soucis. C'est les problèmes de transformation d'unité. Alors la poulie, la vitesse de rotation de la poulie réceptrice. Donc ça fait 10 septièmes. Alors il faut se souvenir que dans un tour, il y a 2 pi radians. En conséquence, on multiplie par 2pi. Et ensuite, dans une minute, il y a 60 secondes. Donc en conséquence, puisque c'était tour par minute, et en conséquence, on multiplie par 2pi par 60. Alors ça, pour trouver très rapidement, si possible, une valeur approximative de tout ça, on peut approximer le 2pi par 3. Donc, ce qui voudrait dire que ça fait environ 6. 6 sur 60, ça fait à peu près 1/10. Et donc, si je réécris ça de façon un petit peu simplifiée, c'est pour ça que j'ai mis à peu près égal, ça nous donnerait quelque chose comme 1/7. Et ça, on obtient un résultat en radians par seconde. Et ce 1 radian par seconde, si on fait le calcul, effectivement, ça donne quelque chose aux alentours de 0,15 radians par seconde. Et en conséquence, la réponse à cette question B, à cette proposition B, c'était vrai. Alors moi j'avais une réponse sur c'est égal, je crois que ça correspondait à la vitesse de rotation poulie réceptrice, c'est au moment où vous avez parlé de ça. Mais là, je n'avais pas encore de réponse. Par contre, j'ai bien marqué qu'il fallait faire attention au changement d'unité. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'assez classique au niveau des sciences de l'ingénieur et globalement, j'aurais tendance à dire, parce que les informations qui nous sont données par les constructeurs, elles ne sont pas forcément dans les unités du système international. Donc, il faut bien faire attention à ce genre de choses et savoir, évidemment, changer les unités si besoin. Voilà. Donc là, c'était une première petite partie qui nous demandait. Parce que, en fait, on en a besoin pour la question C. Et comme les questions s'enchaînent, il faut absolument savoir faire ce genre de petites... Il faut dérouler. Et avec la C, du coup, si on passe à la C, c'est la même chose? Vous déroulez? Alors, on va dérouler peut-être un peu plus tranquillement sur la vitesse du chariot. Alors, cette fois-ci, le chariot, on peut le voir aussi sur ce petit schéma qui est là. On avait les 2 poulies, la courroie, et puis le chariot, il est mis sur la courroie. Alors, c'est tout simplement... Donc, le chariot, lui, il va être finalement en translation. Certes, les poulies, elles tournent, mais le chariot, lui, il va tout simplement se translater par rapport au sol. Et il aura une vitesse de translation. Et cette vitesse de translation, on nous dit qu'elle serait au maximum égale à 3,15 mm par seconde. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir ces c'est de se dire, puisque la courroie, ici, tout cet ensemble-là est en translation, ça veut dire que la vitesse du chariot qui est là en plein milieu, c'est la même vitesse que ce point-là. Et ce point-là, en revanche, on a toutes les informations pour calculer sa vitesse. Et ça, la vitesse de ce point-là, de ce point particulier, donc ça c'est une formule que vous avez normalement vue et revue en cours. Donc c'est quelque chose qui doit être connu. C'est la vitesse de rotation de la poulie, donc vitesse de rotation. Donc la vitesse, alors soit on prend réceptrice ou motrice, puisqu'on avait vu qu'elles avaient la même vitesse, c'est encore écrit ici, multiplié par, ici, normalement, le rayon. On multiplie par la distance qui est là. Le rayon, donc, de la poulie. Alors je vais l'appeler RP. Et ce qu'on nous donne, nous, dans le texte, c'est, si on avait bien lu tout à l'heure, on nous donnait un diamètre primitif, un diamètre. Rayon. Alors, il faut faire attention parce que le rayon, bien évidemment, c'est le diamètre, mais divisé par 2. Et c'est là que vient le piège qui était tendu dans cette réponse, dans cette proposition C, c'était que tout simplement, vous auriez fait, en fait, directement oméga R fois la distance, par le diamètre. Voilà. Et donc là, en fait, si on fait bien correctement ce calcul-là, donc ça, on a dit tout à l'heure, ça faisait 0,15 radians par seconde, à bien prendre en radians par seconde,
pour que ce soit homogène au niveau des unités. On multiplie ça par le diamètre divisé par 2. Alors, approximativement, quand on multiplie, le 21 divisé par 2, ça fait approximativement 10. Certes, ça fait 10,5, mais on peut approximer dans un premier temps à 10. Et ça nous permettrait d'avoir quelque chose aux alentours de 1,5 mm par seconde. Or, on nous propose 2 fois plus. Et pourquoi 2 fois plus? C'est tout simplement le piège du diamètre rayon, qui est un peu classique. Voilà. Et ça, tout simplement, oui, pour mesurer en fait les dimensions d'une poulie, on prend un pied à coulisse, on mesure l'extérieur, donc on obtient systématiquement le diamètre et les constructeurs nous donnent systématiquement les dimensions du diamètre et pas du rayon. Voilà. Donc c'est ce genre de petites choses auxquelles il faut veiller. Voilà. Et en conséquence, la question pour la proposition C, on avait une réponse qui était fausse. Petit d. On passe cette fois-ci à une question également très classique sur un problème de rendement et de perte occasionnée entre la puissance ou l'énergie qui est apportée au moteur, puissance ou énergie électrique, et puis, donc là on va parler plutôt de puissance, donc on va rester sur les puissances, donc la puissance électrique qui est donnée au moteur et la puissance qui est finalement utile pour le bon fonctionnement du système. Alors pour ça, on va calculer la puissance d'un côté, calculer notre rendement de l'autre, multiplier les deux pour essayer de voir si effectivement nos pertes peuvent être approximativement aux alentours de 3 watts. Donc j'ai donné les étapes du calcul. Alors dans un premier temps, comment est-ce qu'on calcule la puissance électrique du moteur? Et la puissance électrique, alors elle n'est pas très compliquée, on nous donne plein d'informations, mais il faut revenir donc au tableau sur notre moteur. Bon. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous auraient une petite idée sur la puissance de ce moteur? S'il n'y a pas de... Non, pour l'instant. Alors, si j'ai quelqu'un qui me dit P égale U étoile, je ne sais pas ce que c'est, si c'est un I ou un L, excusez-moi. Très bien, c'est parfait. C'est exactement ça. Ah, voilà. P. On me dit c'est du 12V avec du 5A, donc P égale 12 fois 5. Je traduis, je ne suis pas doué en SI. Voilà. Eh c'est parfait, c'est exactement ça. Voilà, c'est effectivement le 12 volts multiplié par le 5 ampères, ce qui fait bien ce qui nous va donner du 60 watts dans ce cas-là. Donc ça c'est très bien, effectivement. Donc là on a une première étape qui est validée. La deuxième étape que j'ai donnée au départ, c'était de dire il faut calculer maintenant un rendement de l'ensemble du système. On nous donne un certain nombre d'informations sur les rendements de chacun des composants que l'on a, auxquels on a affaire. Donc on a un rendement du réducteur, donc finalement de l'ensemble de la motorisation, qui est de 97%. Donc ce qui veut dire qu'on a aussi 3% de perte au niveau du moteur et du réducteur. Et ensuite on a un système poulie-courroie où on a un rendement de 93%, ce qui veut dire aussi qu'on a 7% de perte sur le système poulie-courroie. Alors là, les deux composants sont mis les uns après les autres. On le voit à nouveau sur, par exemple, ce petit graphique-là. On a ici, au niveau donc, de la poulie motrice, ici, on a notre réducteur au départ qui a 97%, qui est directement en lien avec la courroie, et cet ensemble-là a un rendement de 93%. Donc les deux systèmes sont mis en fait en série. Et quand on a comme ça des composants en série, le rendement, peut-être qu'il y en a le même, aurait éventuellement une idée. On multiplie les rendements. Très bien, parfait. Voilà, donc, les rendements, heureusement qu'il est là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Les rendements, effectivement, c'est le produit des rendements qui nous sont proposés. Donc c'est du 93 fois 97%, donc ça fait quelque chose de l'entour de 90%. Voilà. Il n'empêche que, alors, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on a aussi, si on a un rendement de 90%, c'est-à-dire qu'on a 10% de perte. Et c'est ça qui nous intéresse, puisque dans la proposition, on nous parle de perte. Donc c'est pour ça que je me réfère à ça. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des pertes, elles sont égales à 10%. Or, comme notre puissance électrique était de 60 watts, les pertes, a priori, elles sont un peu plus importantes que ce qui était proposé. Elles seraient de 6% si je... Voilà, de 6. Exactement. Et là, on a dit 3. C'est ça. Ça, maintenant, j'ai compris. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et donc, en conséquence, on peut répondre que pour la question D, on aurait dû répondre faux, puisque les pertes sont un peu plus importantes que prévu. En fait, alors, le pire, c'est derrière ça, c'est de faire non pas un produit au niveau des rendements,
mais de faire une moyenne. Et si on avait pris la moyenne, on trouvait du 95%, et 95%, ben évidemment, ça faisait plus que 5% de perte, et on tombait sur le 3 watts de perte. Voilà. Donc c'était ça le piège qui était derrière. Voilà. Au lieu de faire un produit, on faisait une moyenne. Mais qui n'est pas lieu, hein, évidemment, on perd forcément plus. Voilà, on ne peut pas perdre moins que le minimum ici. Donc, en conséquence, vous ne pouvez pas trouver un rendement global qui serait supérieur à votre plus petit rendement. C'est forcément inférieur. Voilà. Donc ça doit vous alerter éventuellement si vous trouvez un rendement supérieur à un des rendements proposés. Voilà. Eh ben, ça a bien réagi. Non, je vois que ça a débattu, ça a bien réagi. On voit même où est-ce qu'il y a d'autres exercices, donc c'est bon signe. Et bien, déjà, le prochain. Donc on efface tout ça, et puis on essaie d'enchaîner. Exactement. Oula. Alors, là, on change de domaine. On n'est plus sur de la statistique, mais on va aller sur des asservissements. Alors, ici, on a affaire à un petit chariot féloguidé. Ce chariot féloguidé, bon, il sert normalement dans les entreprises pour pouvoir transporter des marchandises. Et son but, c'est de suivre une ligne. Et pour qu'il suive la ligne correctement, on a besoin d'un asservissement. Évidemment, pour le faire en sorte que ça se passe très bien, on nous donne un petit cahier des charges qui est donné ici. Alors, on n'est pas obligé pour l'instant de trop le lire trop dans le détail. Et voilà. Mais on a un certain nombre d'informations sur un cahier des charges. Et ensuite, on nous donne ici un certain nombre d'informations concernant bien cet asservissement, où on nous dit dans lequel en particulier qu'on on lui a demandé de se déplacer de 50 mm. Donc ça, c'est une distance qu'il doit parcourir. Et donc ça, c'est la consigne qui est en rouge. Et puis, puisqu'on nous dit que c'est entrée continue, et ensuite entrée pointillée, on a la réponse qui a été donnée par le chariot. Donc le chariot, bah, évidemment, au départ, il démarre de 0, puis petit à petit, il se déplace jusqu'à... on espère atteindre la valeur finale qui lui est demandée, donc les 50 mm. Voilà. On nous donne quelques autres informations sur ce graphique. Bon, pour l'instant, on les laisse sous silence tranquillement et on va s'intéresser à la première information qui nous est proposée, c'est-à-dire la réponse A, où on nous dit que la réponse temporelle obtenue sur la figure proposée est typique d'une réponse d'un système du premier ordre. Donc là, il n'y a même pas besoin de regarder le texte, il suffit de regarder cette courbe-là et se poser la question, est-ce que c'est du premier ordre ou pas? Et là, ils nous disent quoi? Là, ils nous disent que pour l'instant, ils cherchent. J'ai été trop rapide. Voilà. Donc en fait, ici... bien les énoncer, parce qu'on vient de voir là depuis un moment que tout est dans la lecture. Alors, effectivement, il y a un certain nombre d'informations qui vont être données dans le texte, on va voir, mais il y a aussi des informations qui sont données sur le graphique directement, et là, en fait, pour répondre à cette question, il n'y a même pas besoin de lire le texte. Directement, on s'aperçoit que l'on a ici du dépassement, que ici, on a une tangente horizontale. Donc ça, c'est typique d'une fonction du deuxième ordre. Une fonction du premier ordre, il ne peut pas y avoir de dépassement. C'est impossible. Et puis là, on aurait une tangente différente. En conséquence, ça ne peut pas être une fonction du premier ordre. Donc là, vous avez normalement dans votre cours deux fonctions, à savoir grosso modo à reconnaître les formes globales. Donc voilà. Ouais, a priori, voilà, il y a quelqu'un qui me répondait premier et il y a quelqu'un d'autre qui me dit « je n'ai pas vu le système du premier ordre ». Et bien maintenant, vous l'avez vu. Bon. Voilà, c'est intéressant. En tout cas, là, voilà, c'est pas un système du premier ordre, c'est une fonction typique du deuxième ordre. Retenez que dépassement, ça veut dire forcément, ça ne peut pas être du premier ordre, c'est du deuxième ordre. Donc en conséquence, A, c'était égal, donc pour la proposition A, c'était faux. Voilà. Ensuite, on passe maintenant cette fois-ci à la proposition B où on nous dit que cette même courbe présente un dépassement relatif de 6,6%. Alors, dépassement relatif, il faut s'intéresser en conséquence aux oscillations qui sont autour de la valeur finale. Et ces oscillations qui sont autour de la valeur finale, on nous en donne un certain nombre d'informations dans le texte, juste au-dessus. On nous dit que la position maximale, donc cette valeur-là, est à 53,3 mm. Alors ce 53,3, voilà, est par rapport à 50 qui était demandé. Alors je vais reproduire rapidement cette courbe par rapport à la valeur finale. D'ailleurs, on peut peut-être remettre en rouge la valeur finale, parce qu'en fait, on a demandé cette valeur de 50, mais c'est aussi notre valeur finale. On atteint cette valeur finale, c'est ce qu'on voit ici, à l'infini, entre guillemets, l'infini dans le cas de notre figure, puisqu'on ne va pas au-delà, mais on peut considérer qu'à partir de ce point-là, on a atteint la valeur 50 et on y reste. Donc, ces deux valeurs-là, en conséquence, à partir de ce point-là, sont confondues. Et
ici, on nous dit que ça atteint la valeur 53,3. 0,3, 5. Voilà. Et ici, on est à 50. Le dépassement, c'est l'écart qui est ici. Alors, je le mets 1 parce que c'est le premier. Après, ici, on aurait un deuxième dépassement, etc. Mais nous, on nous intéresse uniquement au premier et on nous donne que des informations sur celui-ci. Donc, on ne va pas les chercher plus loin. Et donc, cet écart-là, on fait tout simplement l'écart entre les deux. Donc, 53,3 moins 50, ce qui nous donne du 3,3 mm. Et cet écart-là, donc on voit bien que c'est en millimètres. Or, on nous parle d'écart relatif. Et ça, c'est pour le mettre donc en pourcentage. Et ce pourcentage, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on va tout simplement diviser tout ça par la valeur finale que l'on a ici. Donc, pour avoir des pourcentages, eh bien, on redivise ce 3,3 par 50. Et ça, par un petit calcul rapide, il suffit de multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur. Et on obtient du 6,6 sur 100, donc c'est-à-dire 6,6%. C'est bien effectivement la réponse qui était proposée. Et en conséquence de tout ça, on peut dire que c'était a priori vrai si voilà, on considère l'hypothèse en particulier que la valeur finale est bien 50. Mais voilà, quand on regarde à droite, a priori, elles sont bien confondues. Nickel. On enchaîne. Ouais. Donc la question, la réponse C. Donc on nous propose un temps de réponse à 5% de 0,546. Alors, on regarde, le 0,546, il est ici. 0,546, excusez-moi. S, c'est pas... Seconde. Seconde. Pardon. Tout le monde ne le voit pas bien non plus, donc du coup, je pose la question. Et là, donc alors il y a deux choses là derrière, toujours pareil. Voilà, il faut passer ça en millisecondes, puisque ici sur notre graphique, c'est en millisecondes. Donc déjà, pour passer en millisecondes, on va multiplier par 1000. Donc 0,546, ça fait le 546, qui était ici. Et on s'aperçoit que ce point-là, on est par là. Et ce point-là, eh bien, il est inférieur, on a une valeur qui est inférieure, ou en tout cas très proche de 50, mais en tout cas qui est supérieure à 48. Donc on s'aperçoit que si on a si on a une valeur qui est supérieure à 48, quand bien même par exemple 49, ou même si on prenait la valeur 48, l'écart ici, on n'obtiendrait pas du 5%. Pourquoi? Parce que 48, le 50 moins 48, l'écart entre la valeur finale et cette valeur particulière, de 48, c'est 2. Et le 2, ça nous amènerait à du 4%. Je vous fais le petit calcul, là on aurait du 2 sur 50, donc c'est-à-dire du 4%. Et pas du 5% comme on veut. Donc c'est-à-dire que le 5%, eh bien il est avant, il est par là, puisqu'on sait que ça c'est à 6,6%. Donc le 5% il est par là. Et s'il est par là, eh bien on a une valeur qui est inférieure à 0,546 qui est proposée. En conséquence, simplement à nouveau par lecture de notre graphique, on peut dire que le temps de réponse à 5% de ce cas-là est inférieur à 0,546. On ne connaît pas forcément la valeur exacte, mais ce n'est pas forcément un problème. On peut répondre à la question. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas compris le 5%, c'est juste peut-être réexpliquer le 50 moins 48 égale à 2. Le 5%, c'est de se mettre, c'est de se dire, on sait que ça c'était du 6%. Donc si je trace, là, donc là j'étais à 6,6, là je me mets à 5%. Le 5%, à quoi ça correspond? Alors on peut le calculer de façon simple. Le 5% de 50, 5% fois 50, ça nous fait du 2,5 à mettre. Donc c'est-à-dire en plus par rapport au 50. Donc au global, ici, ce point-là, il doit être à 52,5. Il doit être à 52,5 et le point qui serait en dessous, il est à 47,5. Donc ça, c'est plus ou moins 5%. Dans ce qui est proposé à 546, il est ni à l'un ni à l'autre. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Puisqu'il est plutôt aux alentours de 48,5, 49, sans forcément aller trop dans le détail. Voilà, on est sur une valeur supérieure en tout cas à ça. Parfait. Voilà. Ok, et la dernière? Bon, la dernière, là tout simplement c'est sur le cahier des charges, donc il faut revenir à ces petites informations qui sont là. On les passe en revue. Donc le système, est-ce qu'il est stable? Alors, si je vais relativement vite, oui, puisqu'on voit que ça tend vers la valeur voulue, ça converge, donc tout ça, ça va bien, c'est stable. La précision parfaite, c'est de dire qu'on a un écart de 0 entre ce qui est demandé et ce qu'on obtient. C'est ce qu'on a dit ici. Là, les deux, la courbe pointillée et continue sont confondues. Donc oui. Le temps de réponse à 5%, on y revient.
Donc le temps de réponse à 5% ici, eh bien, si on essaye de voir, comme tout à l'heure, on a dit que grosso modo, il devait être par là, puisque là, on avait atteint 6,6%. Donc on a un temps de réponse qui est grosso modo entre cette valeur qui était 463 et cette valeur-là qui est à 546. Or, dans le cahier des charges, on nous demande d'avoir un temps de réponse qui soit strictement inférieur à 0,4. Donc il devrait être par là. Or, ce n'est pas le cas, puisque notre temps de réponse à 5%, en fait, il est là. Donc il est au-delà de la valeur imposée dans le cahier des charges. Donc ce qui fait que, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de regarder les autres propositions du cahier des charges. On peut directement dire que dans le cahier des charges, enfin par rapport à cette proposition petit d, eh bien c'est faux, puisqu'il y a au moins un élément qui n'est pas respecté. Parfait. Lecture, donc, et calcul et lecture. Oui, Voilà. exactement. On a vu que certaines personnes avaient compris ce que c'était qu'un système, donc le système du premier, qu'est-ce que vous avez dit au départ? Premier ordre, deuxième ordre. Voilà, exactement, et compris cette histoire des 5%. Il est presque 19h, mais c'est pas grave. On va passer à un dernier exercice quand même. On va déborder un peu parce que c'est très intéressant et je vois qu'il y a pas mal d'interactions. Donc voilà, oh là là, cric de voiture. Voilà. Donc ça, c'est le cric de Macangou. Voilà. Donc par rapport à ce petit système-là, on a l'idée d'un cric, c'est de soulever une voiture pour pouvoir changer une roue en règle générale. Donc vous avez ici en fait un parallélogramme déformable. Lorsqu'on va manœuvrer la manivelle, on va tourner la vis qui est ici, et lorsqu'on va faire tourner la vis, là derrière, on a un écrou, et cet écrou-là va tout simplement se translater le long de la vis pour pouvoir resserrer donc, le parallélogramme. Donc c'est-à-dire tout simplement le parallélogramme, soit si l'écrou se décale vers la gauche, le parallélogramme va s'écraser, et si en revanche l'écrou va sur la droite, le parallélogramme va faire en sorte que la voiture va monter. Voilà, donc ça dit très rapidement. On nous donne tout un tas d'informations sur cette... Et on nous donne une courbe qui est ici. Et la première question, alors là c'est une question plus orientée mathématique en fait, mais qui est nécessaire dans nos systèmes. Il n'empêche que là, ce qu'on nous propose, c'est de dire que la courbe représentative qui est donnée ici est une fonction affine. Alors, que nous disent éventuellement nos petits étudiants qui seraient derrière? Ils lisent là pour le moment. Ah, ils lisent. Voilà. Alors, vu que le timing est un petit peu serré, je vais donner la réponse. Là, pour vérifier que c'est affine, il faut se souvenir que ça veut dire simplement que c'est une droite. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir tracer une droite. C'est quelqu'un qui me dit faux, ça y est. Et ben voilà, parfait, c'est exactement ça. Effectivement, la proposition A est fausse, puisque si on trace une droite, on s'aperçoit qu'elle passerait grosso modo par le premier et le dernier point, mais que tous les autres points seraient au-dessus. Il n'appartiendrait donc pas à la droite qu'on tracerait. Donc, effectivement, c'est faux. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il suffit de dire, voilà, c'est faux. On ne vous demande pas d'autres informations sur cette droite. Donc ça, c'est faux. La hauteur maximale que l'on peut atteindre avec ce cric est de 20 cm. Alors ça, c'est un petit piège, parce qu'en fait, quand on regarde ici, oui, on se dit, sur la courbe, c'est 20 cm. Donc, oui, c'est le maximum. Alors, là, il faut en revanche rechercher un petit peu les informations qui sont dans le texte. Alors, je vais donner quelques... Voilà, il faut regarder ce paragraphe-là en particulier. Donc, on nous dit que la dimension initiale, lorsque le cric est totalement à plat, est de 31 cm pour la distance D. Donc, si maintenant je tourne ma manivelle complètement dans l'autre sens pour faire en sorte que mon écrou vienne toucher ici, eh bien, mon parallélogramme, lui, va se déformer et va monter au maximum. Et a priori, il va monter à cette hauteur-là, puisque si mon parallélogramme, au départ, il est complètement à plat, et après, il se met complètement dans l'autre sens, voilà, on va retrouver cette hauteur verticale au lieu de la voir horizontalement, si on tourne vraiment au maximum. Donc, ce n'est pas cette hauteur-là maximum que l'on peut avoir, mais a priori, celle-ci, alors approximativement évidemment, mais a priori, en conséquence, il ne faut pas se laisser piéger par la courbe, parce que la courbe, on vous donne une valeur maximum, qu'il faut s'arrêter. Et alors, pourquoi c'était celle-là? Juste, c'est parce que ici, la longueur de la règle était de 200 mm. Donc, c'est-à-dire que le moyen de mesure n'était peut-être pas vraiment adapté au cric, puisque le cric peut monter beaucoup plus haut, mais voilà, c'est fait avec ce moyen de mesure-là, et en conséquence, c'est le moyen de mesure qui limite et qui fait que votre courbe ne va pas au-delà. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit on ne peut pas céder du graphique. J'ai dit non, on doit céder du texte. Aussi. J'ai bien compris. Voilà, il faut jongler entre tout ça. Voilà, effectivement. Alors après, on avait une petite question, enfin une petite proposition, c'est là qui est un petit peu plus, il faut réfléchir un petit peu plus, c'est donc lorsqu'on va tourner la manivelle, évidemment, il va y avoir, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'écrou qui va se décaler soit sur la droite, soit sur la gauche, en fonction du sens de rotation. Donc nous, on cherche à monter, donc si on cherche à monter, eh bien, il faut que ces deux points-là
se rapprochent l'un de l'autre. Donc la distance D va effectivement diminuer. Donc on nous propose que la distance qui est au cours du temps soit la distance initiale moins quelque chose. Donc déjà là on part dans le bon sens, et donc ça on peut se dire que ça ressemblerait à quelque chose qui soit correct. Et ensuite, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que c'est bien n fois le pas? Alors n, c'est le nombre de tours que l'on va donner, que l'on impose, comme on l'avait ici, le nombre de tours de manivelle. Donc à chaque fois que je tourne d'un tour, ici l'écrou va se déplacer d'un tour complet au niveau de la vis, et à chaque fois que l'écrou se déplace d'un tour, eh bien effectivement, il s'est translaté d'une valeur d'un pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est généralement connu au niveau des systèmes vis-écrou. Lorsque l'on tourne un écrou, eh bien je peux faire aussi avec ça en live. Hein, voilà. Donc là, lorsque vous avez votre capuchon de votre stylo vous tournez d'un tour complet, c'est translaté d'un pas, et ce pas, correspond à ça, effectivement. Et donc à chaque fois que vous tournez d'un tour, vous translatez. Donc si vous tournez de n tours, vous êtes translaté de n fois le pas. Et ici, donc toute cette distance-là va forcément se réduire si on veut monter. Si on veut l'événement dans l'autre sens, on aurait une valeur qui serait positive. Mais nous, on cherche dans ce cas-là à faire en sorte que la voiture soit soulevée. Donc en conséquence, c'est la distance initiale moins n fois le pas. Et donc ça correspond bien à la bonne réponse. Il y a quelqu'un qui me dit non, pas que le pas, pas de n, et il se rectifie tout seul en disant ah, quoique. Donc il faut bien le multiplier. Il faut bien le multiplier, parce que donc, si c'est uniquement une fois le pas, ça veut dire que vous avez fait simplement une fois le tour de la manivelle. Voilà. Si on fait qu'une seule fois le tour de la manivelle, on ne va pas monter de beaucoup en fait. Et on va être assez limité. Donc il faut forcément tourner un certain nombre de fois, et on le voit ici, hein, la hauteur, pour pouvoir atteindre une hauteur simplement de 20 cm, ils ont tourné quand même 30 fois. Donc il va falloir tourner quand même un certain nombre de fois. Donc voilà, ça veut dire que cette distance-là, elle évolue très lentement, en fait. Donc effectivement, là, le n, il faut effectivement en tenir compte pour la suite. C'est important. Voilà. Donc cette fonction-là, elle est correcte. Et enfin... C'est vrai pour la réponse C. C'est ça. Et la dernière? Et la dernière. Et donc la dernière, c'est... On reprend sur la règle, où on dit que le constructeur a vendu une règle qui est graduée avec une précision de 0,5 micromètres. Mais faites attention, c'est la précision de graduation qui était à 0,5 micromètres. Et donc, ce n'est pas la précision de mesure. La précision de mesure, et donc ça, on va peut-être essayer de le représenter comme ça. Donc, si vous avez une règle qui est graduée tous les millimètres, donc ça veut dire que là, on est au premier, là on est à 1 mm, 2 mm, 3 mm, etc. Et si vous avez votre première graduation, celle-ci, qui est à une précision qui est à 0,5 micromètres, ça veut dire que elle est comprise ici, donc on a plus ou moins 0,5 micromètres par rapport au 1. Néanmoins, donc ça c'est la précision de graduation, mais vous, lorsque vous allez prendre un objet et que vous allez le mesurer, donc on imagine que vous prenez un objet, vous le mesurez, forcément vous le mettez sur la position 0 pour le mesurer, puis après vous avez votre objet qui va arriver, par exemple, quand il arrive là, vous allez dire soit, d'ailleurs, peut-être éviter de se mettre en plein milieu, on va le décaler légèrement. Et donc si on se met ici, eh bien, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, a priori il est plus proche de 3 mm, donc en conséquence, mon objet fait 3 mm de long. Et si jamais il avait été en dessous, vous auriez dit il fait 2 mm de long, et c'est tout. En conséquence, au maximum par rapport à ce moyen de mesure, qui est gradué au millimètre près, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire que votre objet, vous allez avoir une précision de mesure qui va être au millimètre. Donc votre objet, il est entre 2 et 3 mm, et donc vous avez une précision qui est au millimètre, et pas plus, parce que votre objet, votre moyen de mesure, est gradué au millimètre. Et le fait que la graduation, ici, soit à 0,5 micromètres, ça n'a aucune influence sur le fait que, de toute façon, vous n'auriez pas de graduation intermédiaire. Pour avoir amélioré votre précision de mesure, il faudrait qu'au lieu de se contenter d'avoir des graduations tous les millimètres, il faudrait avoir des graduations supplémentaires. Et si on avait des graduations supplémentaires, oui, on pourrait améliorer la précision de la mesure. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la précision de la mesure avec cette règle qui est proposée, c'est simplement du millimètre. Voilà. Donc là, il faut effectivement bien lire le texte. Il est important. Donc, il y avait deux choses sur cet exercice-là qui étaient importantes. C'était cercle graphique, mais également toutes les informations qui sont données dans le texte. Donc, il faut arriver à jongler avec toutes ces informations. C'est bien faux.
Et donc à la dernière, oui, c'est bien faux, Eh ben, effectivement. donc il y avait une bonne réponse, voilà. Yes, voilà, c'est très bien. Bon, bah merci beaucoup Camille. Je vois qu'il y accéléré avait un peu à la beaucoup de fin. gens Oui. qui ont participé. Bah, Il y a c'est eu des parfait. explications. On sent bien que vraiment d'apprendre à lire les textes, à repérer les éléments essentiels, à repérer certainement des choses que les élèves ont déjà vues, mais pas forcément de cette façon-là. Oui. C'est souvent ce qui revient dans les commentaires Oui, entre faux. voilà, parce que là c'est quelque chose d'un peu plus complet. On leur demande pas simplement d'appliquer une règle de calcul, on leur Exactement. demande voilà d'une réflexion différente. Et donc voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui voilà qui pouvaient ressortir de tout ce que vous venez de nous montrer aujourd'hui. Je vous remercie pour cette Moi, merci bien. participation. Et puis Merci pour aux tous jeunes qui ceux- étaient derrière aussi. Ouais, Voilà. ils étaient très actifs. Et puis pour tous ceux qui voilà qui veulent, il va y avoir un replay de cette émission. On va pouvoir vous pouvez vous réentraîner, vous pouvez réécouter les explications, vous pouvez également dire à vos camarades qui ne l'auraient pas vu de venir le voir. Et puis la dernière chose, qu'il y a eu pas mal de questions. Je vous montre l'application du concours Puissance Alpha. Hein, vous pouvez aller le télécharger. Vous retrouverez absolument toutes les exercices que vous venez de voir ce soir, oui, mais c'est très très peu par rapport à tout ce que vous trouverez. Donc vous avez à la fois des exercices d'entraînement, mais vous avez également tout ce qui est concours blanc. Vous avez les bonnes réponses ABCD comme on vient de faire, vrai ou faux, mais aussi des petits bouts d'explications. Alors évidemment, ça n'est pas le cours complet. Et donc voilà, on n'hésite pas, on s'entraide. Allez, on fait une question par jour parce que sinon c'est beaucoup, on le sait, mais ne serait-ce que d'en faire une par jour, on sera prêt pour le concours. C'est ça, exactement. Voilà. Et ben je vous remercie beaucoup à tous. N'hésitez pas à regarder le replay ou à venir nous contacter sur la boîte contact@puissance-alpha si vous avez encore des questions. Alpha.fr, bien évidemment. Alpha.fr. Et puis nous serons toujours là pour tout répondre. Encore merci de votre participation, Camille. Et bonsoir Merci à bien. tous. Bonsoir.